Mesdames et messieurs, je vais vous raconter l'histoire de mon vieux pote Aurélien. Aurélien est ce qu'on appelle maintenant un data engineer à Sagi, un ingénieur de données. Il a un seul défaut, c'est qu'il a des tendances suicidaires. Et on va vous raconter des retours de l'utilisation de Spark Streaming. Moi, je suis Youn Cheney, je suis le CTO de Sagi, je suis votre narrateur et je vais vous raconter cette histoire. Donc, on va parler de Spark, du beau, brillant framework Apache Spark, qui est un des plus gros projets open source depuis quelques années, où il y a une nouvelle version tous les 3-4 mois avec plein de nouvelles choses. On va zoomer uniquement sur un module, Spark Streaming, et après un peu de Spark SQL. Mais avant, je vais vous montrer le contexte métier sur lequel on a fait la chose. Donc, on va travailler avec une start-up normande. On est basé en Normandie, tout le centre de R&D est en Normandie. Là, cette start-up-là, on l'a aidée pour faire du big data, et c'est à 10 minutes de chez nous. Et elle s'appelle Budgetbox. Son travail, c'est de récolter des événements d'achat via des scanettes, vous savez, qui scannent les codes barres que vous avez dans les Leclerc, les Carrefour, etc., via les applications mobiles ou via les applications web de type Drive. Tous ces achats sont remontés au niveau des serveurs de Budgetbox et en retour, ils envoient des événements pour envoyer des coupons aux acheteurs pour que sur leur scanette, sur leur appli mobile, sur le Drive, ils puissent avoir ces coupons et faire de bonnes affaires. Mais leurs vrais clients, ce sont les marques. Donc un Nestlé, un Unilever, etc., où il y a des campagne managers, des managers de campagne marketing qui doivent rendre compte à leurs clients de la performance de leur campagne de coupons sur telle marque de thé, etc. Pour faire ça, derrière, ça a démarré en 2006-2007. À l'époque, Hadoop n'existait à peine, ce venait juste de sortir en open source. On a fêté les 10 ans, c'était l'année dernière d'ailleurs. Et donc, ils avaient beaucoup de MySQL. Et comme leurs clients sur lesquels ils déploient, ce sont des magasins, en fait, il y avait une base de MySQL par magasin. Et toutes ces données, ils ont essayé de les ramener en centrale sur un gros MySQL et avec des adaptateurs pour gérer toutes les versions de modèles de données en fonction des adaptations clients, etc. Et donc, à 400-500 gigas, ça ne marchait pas trop mal. Et ils ont mis une application sur laquelle, avec une interface graphique, les gens du marketing peuvent requêter et obtenir leurs indicateurs. Quand la donnée a monté, il y avait un gros défaut, c'est que c'était très lent. Et quand je dis très lent, c'est une requête, ça met 22 heures. Et tous les copains qui ont des petites requêtes, ils doivent attendre que la première requête est finie. Donc ça provoquait des tensions et les données allaient s'agrandissant avec la montée du Drive, avec la montée des applications mobiles et tout ça. Et donc pour ça, chez nous, Sagi, on fournit une plateforme Big Data prête à l'emploi. Ça a été un de nos premiers clients et donc on leur a fourni cette plateforme data prête à l'emploi pour faire une preuve de concept. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'on a fait du scoop. Du scoop, ça permet de prendre de la donnée de SQL, de Oracle et de la mettre dans du Hadoop. Et ensuite, ils ont commencé à calculer quelques premiers indicateurs avec du Impala. Du Impala, c'est du SQL sur du Hadoop. Il y a beaucoup de cache, c'est rapide. Et en quelques semaines, on avait des requêtes de 40 minutes au lieu des 22 heures. Il faut comparer ça à du batch, hein, vraiment. Et donc, du coup, côté technique, ils étaient contents. Et côté métier, ils étaient contents aussi. Mais du coup, maintenant, je veux plus d'indicateurs, je veux plus de données. Et surtout, je la veux plus tôt. Parce que la donnée, on l'avait à J+1 au mieux, si ce n'est pas une semaine plus 1 ou semaine plus 2. Donc comment j'ai mon indicateur le plus frais possible? Comment on va en temps réel? C'est là qu'entre Spark Streaming, que va vous décrire mon confrère Aurélien. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour passer au temps réel? Tout d'abord, on a ajouté un broker pour servir de zone tampon entre les bases de données MySQL et notre plateforme Sagi. Donc ensuite, on a envoyé les données en temps réel sur le RabbitMQ. On a choisi RabbitMQ pour des contraintes clientes. On aurait pu faire du Kafka ou autre, mais ce n'était pas possible. On pourra en parler dans les questions plus tard.
Et on a aussi développé un ETL pour obtenir toutes les données historiques, donc qu'ils avaient collectées depuis 2006-2007. Et enfin, on est venu collecter la donnée avec Spark Streaming pour la stocker sur HDFS, donc dans le data lake, au format parquet. Donc je suppose que la plupart d'entre vous connaissent Spark et ses différents modules. Donc je ne vais pas les présenter en détail, je vais juste refaire des rappels sur Spark dans les slides suivantes. Donc on va parler de Spark Streaming et un peu de Spark SQL pour le calcul de données structurées. Donc juste un petit rappel sur le fonctionnement de Spark. Donc les applications Spark se lancent comme un ensemble de processus indépendants sur des nœuds d'un cluster. Donc spécifiquement, Spark il peut acquérir, il peut contacter plusieurs types de cluster managers, donc soit Spark Standalone, soit Yarn, soit Mesos. Donc nous chez Sagi, on utilise Mesos pour lancer tous nos jobs. Donc on en reparlera tout à l'heure. Donc Spark il va acquérir ensuite des exécuteurs sur les différents nœuds du cluster qui sont les process en fait qui vont lancer vos calculs et stocker la donnée pour vos applications. Ensuite, il va envoyer le code de votre application sur ces différents nœuds et ensuite, pour finir, lui envoyer des différentes tâches qui seront exécutées par les différents exécuteurs. Donc maintenant, comment Spark Streaming fonctionne? Donc, de manière assez simple, il récupère des données depuis différentes sources. Donc, on peut voir Kafka, HDFS, etc., Twitter. Et il va venir les traiter via le moteur Spark pour venir les pusher en sortie, donc sur différents systèmes comme HDFS, différentes bases de données ou sur du live boarding. Donc il reçoit un flux d'entrée de données qui va découper en batch. Donc Spark il fait du micro-batch, donc il traite les données en batch, pas event par event, comme peut le faire d'autres moteurs temps réel. Le moteur Spark va traiter ces données et générer les batchs de sortie. Donc plus en détail, Spark Streaming il fournit un gros niveau d'abstraction avec ce qu'on appelle les D-streams, qui représentent un flux continu de données qu'on va pouvoir créer à partir de différentes sources, donc comme on a pu le voir, ou en appliquant des transformations sur un D-stream existant. Donc en interne, c'est représenté comme une séquence de RDD. Donc RDD, c'est la structure de base de Spark pour traiter les données. Donc c'est une collection distribuée de données. Et les transformations sous-jacentes sur le RDD seront appliquées par le moteur Spark. Donc là, dans cet exemple qui transforme un flux de lignes en mots, l'opération de flatmap est appliquée sur chaque RDD des streamlines pour générer le dstream words. Donc ça c'était pour les rappels. Donc voici notre code, donc en 42 lignes. Bon, j'avoue on a un peu triché pour que ça tienne sur les slides. On a enlevé quelques parties comme la création du streaming context via notre fonction et le fait de parser les arguments du programme via la librairie scope. Donc ce code il peut être découpé en 4 parties principales. Donc la première, c'est la création du Spark Context grâce à la méthode getOrCreate. Donc on va pouvoir configurer le checkpointing. On a une méthode createContext qui permet de créer le Spark Context, initialiser le stream et retourner le streaming context. Donc ensuite, juste une ligne pour démarrer le streaming context, sinon le job ne fera rien. Donc ensuite, on utilise la librairie RabbitMQ pour créer le stream. Et enfin, la dernière partie qui va permettre de récupérer les objets Avro pour venir les stocker au format parquet sur HDFS. Donc je parlerai du format parquet un peu plus tard dans la présentation quand on présentera le calcul d'un indicateur. Donc c'est facile. Bah ouais, c'était assez facile. La partie la plus compliquée en fait, c'était de configurer SBT pour la chaîne d'intégration continue. Ah, qui veut dire Scalable Build Tool et pas Simple Build Tool. Ouais. Donc on va passer sur la troisième scène, c'est-à-dire on a quelque chose qui fonctionne, c'est facile à régler, à installer.
Maintenant, si on va mettre plus de données, donc Aurélien, si on met plus de données, qu'est-ce qui se passe? En fait, on s'est vite aperçu que notre temps de traitement d'un batch était plus long que justement le batch intervalle choisi. Donc après un moment, après un certain temps, du coup, le programme finissait par crasher. Donc qu'est-ce qui se passait? Donc là, c'est un exemple. Donc le premier bloc de données dans cet exemple est reçu au premier intervalle. Au second intervalle, il est traité avec un temps de traitement inférieur au batch intervalle. Donc là, dans ce cas-là, si ça se passe comme ça, tout est OK. Par contre, le second bloc de données est traité avec un temps de traitement supérieur au batch intervalle. Mais dans le même temps, les données continuent d'arriver et sont mises en queue. Et du coup, le programme finira par planter quand il ne pourra plus stocker les nouvelles données entrantes. Donc c'est ce qui se passait avec notre programme. Et donc, devant ce constat, Aurélien a réalisé son premier suicide. Il a sauté d'un ravin. Mais heureusement, il est tombé dans une grosse rivière de données et il a pu être sauvé. On va passer maintenant à l'acte 2, qui va être beaucoup plus sombre. Et notamment, on va parler de réglage au Spark. Mais quand je dis dans mon Spark, il y a plein de réglages. Donc on va avoir une ivresse de réglages. Parce que le but, comme vous l'avez vu, c'est d'être en temps réel et de processer, de traiter les données plus vite qu'elles n'arrivent, qui est notre problème actuel. Donc on s'est intéressé à, là c'est un exemple de page de configuration de Spark, il y en a d'autres. Et ces différentes propriétés, et souvent, malheureusement, sans succès. Donc on a commencé à définir ces propriétés de base. Donc il y en a qui sont spécifiques à Mesos, et nous on utilisait Mesos avec le mode coarse grain. Donc ce mode, ça permet de lancer une seule tâche sur chaque machine Mesos et de scheduler dynamiquement ses propres tâches à l'intérieur de chaque tâche en fait. Donc le bénéfice, c'est un coût moins élevé au lancement des tâches, mais en contrepartie, ça implique que les ressources sont allouées pour l'ensemble, pour la durée complète de l'application. Donc nous, pour éviter d'utiliser toutes les ressources, on avait besoin de définir des propriétés pour ne pas utiliser toutes les ressources du cluster. Parce que par défaut, ce mode acquiert tous les corps disponibles sur le cluster. Donc c'est ce qu'on voulait éviter. C'est pour ça qu'on a commencé par setter ces différentes propriétés. Donc celle-là qui est le nombre de cœurs utilisés par exécuteur. Donc ensuite, on a seté le nombre total de corps utilisés dans le programme. Donc ces deux propriétés-là, plus les ressources disponibles, vont permettre de définir le nombre d'exécuteurs qu'on aura pour le traitement. Donc ensuite, on a alloué de la mémoire pour chaque exécuteur grâce à cette propriété. Et finalement, on a alloué de la mémoire au driver. Donc rien de compliqué. Et donc ça a marché? Eh Trois réglages, c'est facile. En fait, on s'est aperçu que notre application n'utilisait pas toutes les ressources qu'on lui allouait. Donc on a essayé du coup d'augmenter notre niveau de parallélisme. Donc dans un premier temps, c'est plus vrai aujourd'hui, mais à l'époque, il y a un an et demi, la librairie RabbitMQ utilisée ne permettait pas d'avoir plusieurs listeners parce qu'il y avait de la perte de données, etc. Donc on est resté sur un seul nœud pour récupérer de la donnée depuis le RabbitMQ. Donc on a commencé avec Input Stream Repartition. Donc du coup, ça permet de remanier les données dans le RDD de manière aléatoire pour créer plus ou moins de partitions en fonction du paramètre qu'on va lui donner. Donc par contre, ça a un coût élevé et du coup, ça déverse les données à travers le réseau. Donc quand une opération de shuffle se produit, la donnée ne reste pas seulement en mémoire, et ça peut impliquer des opérations de tri, de sérialisation, désérialisation, d'entrée disque, de transfert réseau, donc c'est vraiment coûteux, et c'est pour ça ça n'améliorait pas nos traitements, et ça le ralentissait même plus qu'autre chose. Donc on est tombé sur celle-là, on s'est dit ouais super, c'est magique, ça va régler notre problème de parallélisme, mais en fait c'est juste pour changer le parallélisme,
sur les méthodes reduce ou celles qui se finissent par by key. Donc groupe by key, etc. Ça permet d'augmenter le niveau de parallélisme pour ce genre d'opération, mais ça ne correspondait pas du tout à notre besoin. Et enfin, celle-là, Spark Locality Wait, c'est pour définir combien on a besoin d'attendre avant de lancer une tâche en local, avant d'abandonner pour la lancer sur un nœud moins local. Donc on s'est dit, bah ouais, voilà, s'il n'utilise pas tous les nœuds tous les corps qu'on lui met à disposition, bah peut-être qu'au bout d'un certain temps, vu que ça va prendre plus de temps sur un nœud, il va essayer de déplacer la tâche sur un autre nœud, mais on n'a pas vu d'amélioration conséquente sur nos traitements. Donc qui suit toujours? Ah, il y a plus de mains que hier, c'est bien. Hier, il y en a un qui s'est endormi. Alors, est-ce qu'on a trouvé une solution là-dessus, Aurélien? A priori, non. Deuxième suicide. Sue, il est tombé d'un pont et a réussi à se réveiller dedans et à continuer parce qu'il y avait quand même un peu d'espoir. Je vais faire un petit récapitulatif. Donc, on veut traiter les données plus vite qu'elles n'arrivent. On a testé 7 à 8 réglages sans bénéfice. Maintenant, on va s'intéresser à la notion de batch intervalle, comment on peut régler ce batch intervalle dans le traitement. C'est du micro-batch, on rappelle. Donc en effet, à ce moment-là, on était un peu désespérés. On a essayé pas mal de choses, ça ne fonctionnait pas. Donc on a essayé de comprendre ce qui se passait derrière. Donc revenons un peu aux fondamentaux. Donc Spark Streaming, dans Spark Streaming, la donnée est collectée, mise en tampon et groupée dans un temps donné appelé batch intervalle pour être ensuite processée par le moteur Spark. Donc quand cet intervalle est écoulé. Donc par exemple, par défaut, ça doit être 10 secondes. Donc on traitait les données toutes les 10 secondes qui étaient envoyées au moteur Spark. Et du coup, nous, notre temps de traitement était supérieur à ces 10 secondes-là. Donc la data est stockée dans des blocs de données. Durant un temps donné, c'est le bloc intervalle. Si on revient juste sur la slide précédente, il y a le bloc intervalle. Et ça devient les partitions du RDD. Donc là, dans ce cas-là, on a un bloc intervalle trop grand, ce qui fait qu'on a trop peu de partitions pour les exécuteurs à disposition, en fait. Donc une bonne limite minimale, c'est d'avoir au moins 2 fois, comme nombre de partitions, le nombre de corps disponibles dans notre application. Donc on a essayé de calculer justement correctement le bon bloc intervalle. Donc je vous laisse regarder le calcul, moi ça me donne mal à la tête, pour justement avoir le bon nombre de partitions. Je vous laisse regarder, prendre un Dafalgan. Donc finalement, ça nous donnait que le bloc intervalle, c'était le batch intervalle multiplié par le nombre de consumers divisé par le partition factor, donc entre 2 et 3, donc on a joué entre 2 et 3, multiplié par le nombre de cœurs. Donc ça nous a amené à faire une feuille de calcul Excel pour calculer le bloc intervalle sur ces différents environnements, en fonction des différents paramètres. Le point, c'est que Aurélien, c'est un développeur Scala, c'est un data engineer. Donc la mort par Excel, c'est quand même la pire mort possible pour un développeur Scala. Mais du coup, est-ce qu'on a eu des résultats? Par contre, on était enfin sous le batch intervalle. Et ça Première victoire. Et ça marchait combien de temps? Ça, on le verra par la suite, pas très longtemps. Donc troisième scène, on arrive à avoir des améliorations. Maintenant, on va essayer d'aller plus loin avec encore plus de réglages. Encore plus de réglages. On a déjà vu 8. On a réussi à optimiser un peu en optimisant, donc c'est par environnement et par processus quand même, par type de processus, les blocs intervalles. Maintenant, plus de réglages. Donc certaines tâches d'une stage, donc les jobs Spark sont découpés en stage, et à l'intérieur il y a des tâches, donc prenaient plus de temps que les autres, donc pour faire le même calcul, pour aucune raison apparente. Donc on a essayé cette propriété-là, Spark Speculation, qui identifie les tâches en cours qui sont plus longues que d'habitude, donc il se base sur des moyennes, etc., et pour la lancer sur un nœud différent. Donc, par contre, le point négatif, c'est que ça ajoute un temps supplémentaire dû à la reprogrammation de la tâche.
Donc ensuite, on s'est dit qu'on allait ajouter une sécurité pour éviter justement que, comme on a pu le voir tout à l'heure, que les blocs s'accumulent trop en queue. Donc on a essayé cette propriété-là, donc back pressure, on l'a mis à true, qui permet de contrôler le taux de réception. Il se base à la fois sur les retards de programmation et du batch courant et du temps de traitement, pour que le système ne reçoit pas plus de données qu'il est capable d'en traiter en fait. Mais ça n'a eu aucun effet sur... on a essayé de pousser au maximum, d'envoyer plein de données, et il ne faisait aucune rétention en amont. Donc on a dit, c'est pas grave, il y en a une autre, il y a MaxRate, donc on va essayer celle-là, qui est le maximum, le taux maximum à laquelle chaque receveur peut recevoir la donnée. Donc encore une fois, aucun effet sur nos traitements, parce que la librairie RabbitMQ utilisée à l'époque n'implémentait pas ces deux propriétés-là. Et donc, Aurélien s'est fait emporter par les rapides après la rivière. Aurélien s'est fait emporter par les rapides. Mais heureusement, on l'a sauvé. Avec Zoboé. Pour aller plus loin. Mais l'eau est de la mémoire. Donc on a vu pas mal de réglages, mais Spark a beaucoup de réglages mémoire. Donc on va aller dans ces réglages mémoire pour savoir si on peut s'en sortir. Donc oui, après tous ces tests, on a essayé de s'intéresser à la mémoire pour la régler, pour que ça corresponde mieux à nos besoins en fait. Encore une fois, sans trop de succès dans un premier temps. Donc on va se demander pourquoi. D'abord, on va étudier la gestion de la mémoire en Spark 1.6. Donc, je ne sais pas si je l'ai précisé avant, mais à l'époque, on faisait du Spark 1.6. Donc il y a 3 zones principales, la mémoire Spark, la mémoire utilisateur et la mémoire réservée. Donc la mémoire réservée, c'est réservé par le système. Sa valeur est de 300 MB, donc elle ne nous intéresse pas trop. Ensuite, il y a la mémoire utilisateur. Ça permet de stocker vos propres structures de données utilisées dans les transformations sur le RDD. Donc, on peut la calculer comme ça, mais par défaut, ça représente environ 25% de la heap. Donc ensuite, il y a la mémoire Spark qui est divisée en 2 régions, donc la mémoire de stockage et la mémoire d'exécution. Donc, il y a une limite entre ces deux mémoires qui est par défaut à 0,5. Et c'est une limite non statique, c'est-à-dire qu'une si en cas de pression mémoire, c'est-à-dire que la limite va pouvoir changer et une région va pouvoir emprunter de l'espace à une autre. Donc là, du coup, ça représente par défaut environ 75% de la heap. Donc, on a vu dans la mémoire Spark, c'est découpé en 2 zones. Donc, il y a la mémoire de stockage, donc, qui est utilisée pour mettre la donnée en cache. On peut expulser les blocs qui sont dans cette mémoire-là, juste en mettant à jour les métadonnées du bloc, en lui disant que ça a été déversé sur disque ou totalement supprimé si votre niveau de persistance, donc ça c'est réglable, ne permet pas de déverser la donnée sur disque. Donc cette mémoire-là, on peut supprimer si nécessaire de la donnée qui se trouve dedans. Et enfin, il y a la mémoire d'exécution, donc qui va être la mémoire requise pour stocker les objets durant les tâches Spark, donc, comme shuffle, etc. Donc les blocs qui sont dans cette mémoire ne peuvent pas être expulsés par la force par les autres process, parce que ce sont des blocs, c'est de la donnée utilisée pour les calculs intermédiaires. Donc si le process qui en a besoin ne retrouve pas les blocs qui réfèrent, il va tout simplement planter. Donc s'il y a de l'espace disponible dans la mémoire de stockage, la mémoire d'exécution va pouvoir venir l'emprunter s'il y a de l'espace disponible. Mais du coup, dans notre cas, on n'avait pas de mémoire en cache, donc c'était inutile de jouer sur le Spark Storage Fraction parce que par lui-même, il va pouvoir emprunter tout l'espace dont il a besoin. On a juste joué sur la taille de la mémoire utilisateur pour voir si ça avait des effets sur la performance, mais on n'a rien constaté de mieux. Interrogation surprise. J'ai vu un monsieur qui prend des notes au premier rang depuis le début. Comment calcule-t-on la Spark User Memory?
Aucune idée. Aucune idée. Aurélien? C'est environ 25%. Mais Par défaut, c'est 25% de Et l'AI. après, j'ai pas retenu le calcul non plus. Est-ce que vous avez des idées pour améliorer tout ça? On n'arrive toujours pas juste à prendre la donnée et à l'ingérer. Personne? À toi, Aurélien. Moi, à cette période-là, on était devenus de vrais chercheurs. On a envoyé nos CV au CNRS, etc., mais pas eu de réponse. On a continué du coup à travailler sur Spark. Donc après avoir étudié les différentes propriétés Spark, la gestion de la mémoire, le projet Tungsten, etc., on s'est aperçu du coup que notre temps de traitement augmentait proportionnellement d'environ toutes les 10 minutes pour dépasser à nouveau le batch intervalle. Donc ça faisait que la donnée s'accumulait en queue et que le programme crachait de nouveau. Donc l'écran que vous venez de voir juste avant, c'est l'interface utilisateur de Spark que vous avez en debug quand vous lancez un job Spark. Dernier suicide, ou pas. Voilà. Il est descendu une grosse cascade. Voilà, elle est grosse. Attention à l'assurance, c'est bon. Pour information, Waterfall, c'est le cycle en V en anglais. Donc c'est vraiment la fin de la fin. Mais on va passer à l'acte 3 où Aurélien va sortir le feu sacré de l'étincelle de Spark. Et on va aller plus loin encore dans les réglages et dans la configuration. On a fait beaucoup de réglages qui n'ont servi juste à rien. C'était juste, ça changeait quasiment rien du tout. On a réussi à optimiser les blocs intervalles par calcul, ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce qu'il y a juste derrière Spark? C'est une JVM, c'est une Java Virtual Machine. Pour tous ceux qui ont fait de la performance avec du Java, vous finissez souvent avec du réglage de garbage collector. On va passer à cette partie-là. Donc en fait, on a supposé que le fait que le temps de traitement augmentait proportionnellement, qu'on avait une fuite mémoire. Donc on a essayé d'ajouter quelques configurations qu'on peut voir en rouge pour essayer d'avoir des informations sur le garbage et comment il y passait. Donc on a vu qu'il y avait trop de full GC, donc ça voulait sûrement dire qu'il y avait trop d'objets en mémoire. Donc sur un des nœuds, on a fait un dump via JMap et on l'a chargé en local sur VisualVM et on a pu constater effectivement qu'il y avait trop d'objets en mémoire. Donc on s'est demandé pourquoi. Donc on a considéré dans un premier temps la structure de données utilisée pour désérialiser et mettre dans une liste les objets avant de les envoyer en parquet sur HDFS. Donc on a pensé de switcher d'une liste en liste buffer, donc en ce cas-là, parce que la liste buffer, ajouter un élément dedans prend un temps constant du fait qu'elle soit mutable. Sauf que la mutabilité, c'est pas bien. Donc en fait, qu'est-ce qui n'allait pas avec notre liste? Donc en fait, on utilisait juste un append, donc append pour ajouter un élément à la liste, mais l'append en fait, il nécessite de faire une copie de toute la liste pour chaque élément ajouté dans la liste. Donc on a juste changé le append par prepend. Donc le prepend en fait, il crée le nouvel élément, il pointe vers la liste existante, et du coup ça fait beaucoup moins d'objets en mémoire. Donc on s'est intéressé du coup au garbage collector utilisé. Donc à notre connaissance, il y avait seulement deux choix. Donc le concurrent MarkSweep qui a pour but d'avoir une faible latence, donc qui ne fait pas de compactage, et le Parallel All qui est pour plus un gros débit. Donc lui qui va venir faire un compactage total de l'AI. Donc ça nécessite du coup des pauses assez importantes dans les traitements. Donc le premier concurrent de MarkSweep est plus utilisé pour des calculs temps réel, tandis que le second, ça va être plus utilisé pour des batchs en arrière-plan ou des traitements qui ne nécessitent pas du temps réel. Mais surprise, il y avait finalement un troisième choix, donc qu'on ne connaissait pas, qui est le J1JC. Donc lui, en fait, il a pour but de répondre aux deux problématiques, à la fois une faible latence et à la fois un débit important, grâce à une nouvelle approche
De manière assez basique, la heap est partitionnée en fait avec des régions de taille égale, avec le même rôle que dans les anciens collecteurs. Donc on retrouve les Dun, Survivor, la LOL Generation. Mais il n'y a pas de taille fixe pour eux. Et du coup, ça permet un usage plus souple de la mémoire. En plus, il utilise des algorithmes tels que le Remember Set qui lui permet d'éviter de faire le scan total de la heap. Donc pour toutes ces raisons, en fait, il va être plus performant et ça correspond vachement à ce qu'on voulait faire avec nos traitements. Donc je ne suis pas expert non plus de la JVM, donc si vous voulez plus de détails, il y a des très bons articles, notamment par Databricks, qui s'appelle Tuning Java Garbage Collection for Spark Application. Donc vous pouvez aller consulter si ça vous intéresse. Et une dernière option, c'était pour faire des pointeurs de 4 octets au lieu de 8, donc pour gagner encore de l'espace mémoire. Parce qu'on utilisait des JVM qui faisaient moins de 32 gigabytes. Donc ça nous donnait ce genre de configuration. Donc c'est pas le complet, mais ça s'amusait bien. Et donc ça a marché, on en a beaucoup de réglages, beaucoup de mémoire, etc. Yeah. Ça a marché? Yes. Ouais, c'est bon, là, on peut aller faire la fête. Je te laisse. Par contre, Aurélien, on a fait qu'une partie du boulot. Ah oui, merde. Là, on a juste pris les données des MySQL et on les a mis dans Hadoop. Ouais, c'est déjà pas mal. On a fait une copie. Il nous faut des indicateurs maintenant. C'est un peu l'objectif du projet. Donc maintenant, on va s'attaquer au calcul de ces indicateurs. Et on va revenir dans les eaux troublées de Spark pour faire ça. Maintenant, c'est comment on a un calcul d'indicateur rapide. Sachant que pour résoudre la première partie, on a fini par changer de garbage collector. Et par défaut, de ce que j'ai entendu dernièrement, le G1, G6 serait le garbage collector par défaut de Java 9, a priori. Du coup, on ne l'aurait pas eu. Donc maintenant, Spark est magique, ça va nous calculer les indicateurs avec Spark SQL super rapidement. Ouais, je pense. À toi. Hop. Donc avant de parler du calcul d'indicateur, juste un petit rappel sur Apache Parquet, donc qui est un format de stockage en colonne qui est très bien intégré dans Hadoop et son écosystème. Il supporte comme différents object models, donc Avro, Protocol Buffer, Thrift. Donc nous on utilise Avro, donc ça nous arrangeait. Et il va pouvoir supporter aussi ce qu'on appelle les types complexes, comme les tableaux, les structs, les maps. Donc on peut voir en SQL chaque array, chaque map comme une table, comme une petite table à l'intérieur de l'objet parquet, et chaque struct, on peut voir ça comme une ligne dans une table en fait. Donc au niveau de la structure interne, vous pouvez voir sur la slide, donc on a des regroupements de lignes, et ces regroupements de lignes vont stocker les colonnes ensemble dans ce qu'on appelle des colonnes chunks. Donc en fait, de sa structure, il va pouvoir parquer, il va pouvoir permettre ce qu'on appelle les projections de colonnes, donc aller chercher que le fait que les données soient regroupées ensemble, que les colonnes qui nous intéressent. Donc ça va permettre de désérialiser et de lire que les données dont on a besoin. Donc en plus, il permet de faire du predicate pushdown. Donc le predicate pushdown, ça permet de, je sais pas comment on dit en français, de skipper. De sauter. De sauter, ouais, excuse-moi. De sauter les enregistrements qui ne nous intéressent pas en fonction de vos critères de recherche. Et en fait, il stocke des statistiques sur les différentes chunks. Donc ça va lui permettre, dans certains cas, de sauter complètement des chunks entiers de données, donc pour aller chercher que ceux qui correspondent à nos critères. Donc ça nous donne que, en fait, là, pour ce type de requête, il va nous chercher que les colonnes et les lignes qui nous intéressent. Donc ça va être super performant pour tout ce qui est requête analytique. C'est pour ça qu'on avait fait le choix de stocker les données sous ce format-là sur le data lake. Donc après avoir récupéré les données historiques avec notre ETL, après avoir mis en place le temps réel, on s'est attaqué au calcul du premier indicateur.
Donc à l'époque, ça nous représentait 600 gigas de données parquées avec une compression Snappy. Donc en format brut, ça devait représenter 4-5 Tera. Donc on utilisait les types complexes, donc des tableaux dans des tableaux, donc jusqu'à 2 niveaux. Donc on avait 5 nœuds avec 8 corps et un total de 32 Go de RAM pour chaque machine. Et on a utilisé Spark SQL avec le Hive Context parce qu'on avait créé du coup sur HDFS des tables sur nos données qu'on pouvait interroger via Impala ou Hive. Oui, ça m'arrive. Des fois, je fais des requêtes compliquées. Donc on s'est mis à exécuter, à travailler sur le premier indicateur. Et on est arrivé à un temps de traitement de 16 heures. Ah, c'est mieux que 22 heures, hein, entre nous. Vu comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Un petit harakiri ou un petit peu de Prozac? Ouais, je suis pas encore sûr. Là. Pas encore sûr? Non, j'hésite un peu. Je te propose une troisième option. Je vais vous parler d'une antilope folle qui s'appelle Impala. Parce que Spark SQL sans optimisation, c'est 16 heures pour calculer l'indicateur. Donc on va prendre cette requête SQL et on va la copier-coller dans Impala. On adapte un petit peu la syntaxe parce qu'il y a toujours un petit peu d'adaptation, mais voilà, c'est vraiment à la marge. On envoie 15 minutes. Sans réfléchir, sans super ingénierie, juste en copiant-collant, c'est une requête très compliquée. Est-ce que tu as mis Aurélien? On va essayer. Vas-y, passe. Donc on a commencé par découper la grosse requête. Donc elle était compliquée parce qu'en fait, pour chaque utilisateur, on devait aller regarder dans tout son historique et pour définir des comportements. Donc on a découpé cette grosse requête. On a fait des tables temporaires donc, de celles qu'on utilisait plusieurs fois et qui étaient de petite taille. Donc ça nous permettait d'éviter de les recalculer à chaque fois. Et en fait, on s'est mis à étudier le plan d'exécution qu'on a vu tout à l'heure. Donc en fait, dans certains endroits de la requête, on avait besoin du coup d'exploser avec lateral view explode notre type complexe. Donc en fait, pour avoir une ligne par chaque élément du tableau. Et du coup, on utilisait ce genre d'opérateur. Et en plus, on filtrait la donnée avec à la fois des colonnes appartenant au type complexe et à la fois avec d'autres colonnes qui n'appartenaient pas au type complexe. Donc ce que j'ai appelé simple column, donc qui ne faisait pas partie d'un type complexe, qui était au niveau 1 en fait. Et donc on s'est mis à étudier l'explain plan. Donc ça c'est un exemple, c'est pas la requête qu'on faisait, mais c'était un exemple que j'ai reproduit. Et notamment la partie plan physique. Et en fait sur la dernière ligne, on voyait que du coup sur la partie scan, il allait venir lire toutes les colonnes. Et il ne faisait pas de colonne projection, comme on a pu le voir avec le format parquet, même si... en fait, il ne le faisait pas s'il y avait une colonne qui ne faisait pas partie du type complexe dans la clause where. J'ai aucune idée de pourquoi il n'arrivait pas à faire la projection correctement. Mais en fait, on s'en est sorti en appliquant ce pattern. Donc au lieu de jouer avec les options Spark, on en avait un peu marre de chercher un peu partout. On a d'abord récupéré les colonnes qui nous intéressaient, fait le filtre sur la colonne, sur la simple colonne, et ensuite on est venu exploser le type complexe et filtrer les données sur des colonnes du type complexe. Et là, par magie, il faisait bien la projection pour venir chercher que les colonnes qui nous intéressaient. Et donc, du coup, il y avait beaucoup moins de données qui transitaient sur le réseau, etc. Donc, c'était beaucoup plus performant. Et donc là, j'ai gagné 12 minutes. 6 mois d'engineering. Non. C'est bon, Aurélien a réussi le projet, on a les indicateurs, on a la donnée qui arrive en temps réel. Il abandonne les médicaments. Ouais, enfin. Tiens, je te les donne. Ok. Et pour terminer, je vais juste vous faire la conclusion. On a eu 2 étapes, traiter les données plus vite qu'elles n'arrivent. On a joué avec tous les réglages possibles, ça n'a pas marché. Et c'est le garbage collector, le G1GC, qui a résolu le problème. Et ensuite, pour les indicateurs en Impala et en Spark SQL, on est arrivé à peu près à la même chose. Et on a les indicateurs qui sont calculés
Et donc, les managers de campagne marketing peuvent partager maintenant, à moins d'un jour près, à quelques heures, l'évolution des campagnes avec leur marque et être beaucoup plus précis, et beaucoup plus force de conseil et avoir plus de valeur ajoutée. On a eu des résultats avec Impala. Donc Impala, c'est facile d'accès, c'est facile de prendre des développeurs qui font du SQL Server, du Oracle, du MySQL, du Postgre et de les mettre dessus. C'est l'équivalent aussi pareil pour Hive. Impala a plus de cache, plus agressif, donc ça va être plus performant. Il n'y a pas besoin d'être un cadre pour faire ça. Par contre, Impala, c'est pour faire de la lecture en batch. Si je vais sur Spark SQL, c'est facile à implémenter, c'est un peu de Java, on lance le truc au milieu, ou en Python, etc. Par contre, si on veut vraiment avoir des bonnes performances, il faut quand même avoir un bon niveau d'ingénierie. Et pareil pour Spark Streaming, il fallait quand même avoir un bon niveau d'expertise. Après, donc, toutes ces expériences ont été faites sur le Spark 1.6.1. Donc le Spark était utilisable l'année dernière. La 2.0 est arrivée en septembre, elle manquait encore de stabilité. Et après, si on voudrait aller plus loin, si on voudrait tester Flink pour faire du message par message, ou voir des incréments de performance en Spark 2.0 ou Spark 2.1 avec le structured streaming. Alors ça, on ne sait pas si ça va vraiment améliorer parce qu'ils ont a priori, on n'a pas encore testé, ils ont surtout travaillé le fenêtrage d'événements pour faire des calculs sur le fenêtrage d'événements. Donc pour notre cas, ça ne changeait rien. Et par exemple, s'il y a des développeurs AK, AK s'adapte très bien aussi à ça. Et donc pourquoi on n'a pas pris Impala vu que ça demandait moins d'efforts? Déjà, en termes de production, si vous avez un nœud qui tombe pendant une requête Impala, la requête est morte. Ce n'est pas le cas pour Spark. Spark permet aussi de distribuer l'écriture. Impala fait que la lecture, mais si vous voulez écrire un gros résultat dans MongoDB, il peut aussi le distribuer. Donc ça, c'est un gros avantage. Et surtout, vous pouvez mélanger du Spark SQL et tous les modules de Spark dans du streaming ou dans du batch. Vous avez le choix. Et surtout, vous avez Spark MLlib, donc ML comme Machine Learning. Actuellement, c'est la solution la plus mature du marché si vous voulez faire du machine learning sur plusieurs terras de données et voire plus. Quand ça ne rentre plus en mémoire. Et là, vous pouvez l'intégrer, vous pouvez mettre votre prédict dans votre streaming, vous pouvez préparer votre modèle dans votre batch, etc. Donc c'est vraiment prêt pour ça. Donc dernier récapitulatif, beaucoup de réglages, beaucoup de pertes de temps pour arriver au garbage collector. Si c'est du Java, c'est de la performance, garbage collector. Et n'oubliez pas que dans le big data, 70% des frameworks sont en Java. Hein, derrière. Il y a Impala et en C++, mais il n'y en a pas tant que ça qui sont comme ça. Donc si vous connaissez les stack traces Java, vous êtes bien pour le big data. Et sur la partie SQL, en Spark SQL, il faut encore faire de l'optimisation. Après, en 2.0, ça s'est quand même pas mal amélioré en termes de perf. Donc, à regarder. Et enfin, pour finir, donc on fournit une solution prête à l'emploi, une data fabric avec une superbe appliance. Ah, c'est même pas la dernière version, j'ai oublié de mettre à jour. Qu'on branche chez vous, c'est prêt à l'emploi. On a un stand avec des super stickers, il y aura des glaces pour le dessert tout à l'heure, et il y a des annonces d'emploi encore. Et le 23 novembre, on a Codeur en scène, qui est une conférence à peu près sur la même tête de Devoxx, avec un peu plus de web, c'est un peu plus mélangé. Et c'est gratuit, et c'est à 1 heure de rang. Merci de votre attention.